Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, si vous suivez la série sur la physique des particules, vous devez vous dire en quoi il arrête. Non, en fait, bien sûr, je vais continuer la physique des particules, mais il faut comprendre que c'est une série extrêmement longue, et donc ça peut être fatigant ou lassant de faire une telle série, ou surtout aussi complexe. Donc j'avais besoin de faire une pause sur la physique des particules, et en faisant une série qui n'est pas trop vaste, comme la théorie des groupes. Alors, donc là, je m'attaque à des séries mathématiques. Essentiellement, les mathématiques dont on a besoin en physique, en particulier en physique des particules. C'est sur une suggestion, et je me suis dit que c'était une très bonne idée de présenter les outils mathématiques nécessaires en physique. Donc je vais commencer cet ensemble de séries mathématiques. Après, les groupes ici, je continuerai sur les particules, en commençant par les groupes. Alors, les mathématiques, ça ne se lit pas comme un roman. Tout est lié. On parle des espaces vectoriels, de la topologie, des groupes, et chacun fait référence aux autres. Il est donc très difficile de faire quelque chose de linéaire. Dans des cours, lors du secondaire ou de cours universitaires, on a tendance à découper ces théories en morceaux parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les connaissances nécessaires pour les aborder. Donc si on fait un cours complet sur la topologie, un cours complet sur les groupes, on est bien embêté parce qu'on a besoin chacun des autres. Alors ici, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais faire une série sur les groupes, une série sur les espaces vectoriels, etc. Et certaines choses vont se recouper. Donc si vous n'avez pas du tout ces notions mathématiques, mais qu'elles vous intéressent, il est possible que vous deviez repasser parfois sur certaines séries pour comprendre des choses que vous ne pouviez pas comprendre parce que vous n'aviez pas encore vu la bonne série qui convient. Mais il n'est pas possible de les mettre dans l'ordre. On va quand même commencer par la théorie des groupes parce qu'elle est relativement basique et nous n'irons pas assez loin que pour aborder des choses extrêmement sophistiquées et qui nécessiteraient des connaissances très approfondies ailleurs. La théorie des groupes est un bon début. Je ne verrai pas dans cette série la théorie des groupes de Lie. Pourquoi ? Parce que je l'ai présentée dans la série sur la physique des particules. Si la physique des particules en soi ne vous intéresse pas, mais que vous êtes très intéressé par la théorie des groupes, après cette série sur la théorie des groupes, vous pouvez aller voir la partie sur les groupes de Lie. Elle peut se voir indépendamment du reste. Elle est facile à trouver dans la série sur les particules parce qu'elle est indiquée groupe de Lie. Donc il est facile de la repérer et de voir uniquement les vidéos qui concernent la théorie des groupes de Lie dans cette série. Je répète, c'est indépendant de la physique des particules en soi. Il en est de même d'ailleurs de la mécanique analytique, que j'ai vu plutôt au début de la série sur la physique des particules. Ça aussi, ça peut se voir indépendamment, et j'y parle par exemple de l'intégration fonctionnelle, sur laquelle je ne reviendrai pas dans ces outils, ça ne sert à rien de répéter les mêmes vidéos. Alors ici, on va donc voir la théorie générale des groupes de Lie. Donc, l'ensemble de la théorie des groupes et toute une série de choses, les groupes classiques, les groupes finis, etc. Alors, par essence même, puisque je présente des outils mathématiques, ça ne sera pas de la vulgarisation. Il y aura des maths, forcément. On ne va pas présenter les mathématiques sans faire de mathématiques. Malgré tout, le but est de voir des outils pour la physique. Donc, on ne va pas aller dans les trucs les plus pointus, je l'ai dit. On ne va pas voir des trucs hyper sophistiqués. Les mathématiciens peuvent en avoir besoin, pas nous. On va voir ce dont on a besoin et ça sera suffisant. C'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses à voir. Alors, commençons par une introduction, on va dire un peu historique, une présentation du sujet. Les idées de symétrie et de régularité se retrouvent dans toutes les civilisations, de toute l'histoire de l'humanité.
bien avant que ne fût conçue la notion de groupe. Et donc vous comprenez que la notion de groupe se relie aussi aux notions de symétrie et de régularité. Par exemple, presque tous les groupes discrets de déplacement du plan, il y en a 17 types, non isomorphes, on verra cela, sont tous sous-jacents aux multiples arrangements géométriques qui ont été imaginés par les artistes arabes. On en retrouve aussi dans de nombreuses autres civilisations. Les Arabes s'étaient plutôt spécialisés dans ce type de représentation artistique. Les Grecs, dans leur géométrie, ont très tôt été intéressés par les propriétés de régularité. Et on sait que le couronnement des éléments d'Euclide, qui est un des fondements de la géométrie grecque, géométrie d'Euclide, encore étudiée de nos jours, pratiquement tel quel, le couronnement des éléments d'Euclide est la construction des 5 polyèdres réguliers, ce qui, en substance, revient à la détermination des groupes finis de rotation dans l'espace à 3 dimensions. Toutefois, la notion de groupe en soi n'apparaît explicitement qu'au cours des travaux sur la résolution des équations algébriques par radicaux, les fameuses équations du 2e degré, 3e degré, 4e degré, etc., qui ont été beaucoup étudiées très vite, enfin très tôt dans l'Antiquité. Même les Babyloniens connaissaient les solutions des équations du 2e degré. Méthode générale. Celles du 3e degré furent établies, je ne sais plus exactement quand, mais du côté du siècle des Lumières ou quelque chose comme ça. Celles du 4e degré ont suivi, et le 5e degré, ça coinçait. Et donc, les théoriciens, les mathématiciens se sont beaucoup penchés là-dessus. Et au début du 19e siècle, en développant une idée de Lagrange, Ruffini et Cauchy ont été amenés à considérer les groupes de permutations, un peu comme dans le Bonneton, hein, où on fait tous les échanges possibles, des racines d'une équation algébrique qui laisse invariantes certaines fonctions de ces racines. Et c'est en approfondissant cette idée que Galois obtiendra ses résultats décisifs sur la résolution par radicaux, montrant exactement quelles sont les équations qui peuvent être résolues par radicaux et celles qui ne le peuvent pas. Ces premiers groupes sont donc des groupes finis. Il y a un nombre fini de transformations possibles. Par exemple, les permutations de 3 objets. Il y a 6 possibilités. Les permutations de 2 objets, il y en a 2. Celle-là et celle-là. Donc un groupe avec un nombre fini de transformations. Et c'est sous la forme de la théorie des groupes de permutation que la théorie générale des groupes finis commencera à se développer, notamment chez Mathieu et Jordan. Jusque vers 1870. Les débuts de la cristallographie mathématique, vers 1830, avec des travaux de physiciens mathématiciens tels que Aui, qui est bien connu des ingénieurs, dont je suis, et donc j'ai étudié cette formulation mathématique de la cristallographie, font apparaître d'autres groupes finis. Cette fois, formés de rotation et de symétrie qui laissent un point fixe. Par exemple, une symétrie autour d'un centre, hein, ou une symétrie miroir, etc. Et enfin, Jordan, en 1868, est amené à aborder l'étude, franchement, des groupes de déplacement finis ou non. Donc, par exemple, les déplacements dans une direction, mais il y a une infinité de déplacements possibles. Et donc là, des groupes de transformation infinis. Et ce, bien sûr, sont des études des transformations, lui, dans l'espace à 3 dimensions. Déplacement dans toutes les directions, rotation, etc.
Un peu plus tard, Klein et Poincaré feront des groupes de déplacement non euclidiens, dans les espaces non euclidiens, le fondement de leur théorie des fonctions automorphes, donnant aussi une grande importance à ces groupes. Tandis que Lie, qui cherchait à réaliser pour les équations différentielles ce que Galois avait fait pour les équations algébriques, il a beaucoup progressé dans ce domaine, mais on ne peut pas arriver à un résultat aussi définitif que Galois. Les équations différentielles, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il a beaucoup progressé, et ça l'a amené à créer la théorie générale des groupes de transformation, appelée aujourd'hui théorie des groupes de Lie. En même temps, Klein est amené par ses réflexions sur les fondements de la géométrie dite élémentaire à mettre la notion de groupe de transformation à la base même de cette branche des mathématiques. C'est-à-dire qu'on ne définit plus une géométrie par des lignes, des droites, des plans, des points, mais par ces transformations, les différentes transformations géométriques possibles, qui forment des groupes. Donc on définit une géométrie par ces groupes. Et ainsi, la géométrie devient un simple chapitre de la théorie des groupes. Des groupes classiques, ce qu'on appelle les groupes géométriques, les groupes classiques, qui a été développé depuis Jordan pendant toute la fin du XIXe siècle. Il faudra vraiment attendre la fin du XIXe siècle pour que la structure de groupe telle que nous la connaissons aujourd'hui, comme nous la verrons très vite, soit enfin définie de façon intrinsèque, c'est-à-dire ne faisant référence qu'au groupe et à ses éléments eux-mêmes, et sans se restreindre au cas où les éléments du groupe seraient, par exemple, des transformations. Donc on ne considère plus les transformations, etc. On ne prend que le groupe, ses éléments et les propriétés de ces éléments entre eux. Depuis lors, la notion de groupe a envahi toutes les mathématiques contemporaines. On les retrouve partout. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un sujet intéressant pour commencer, parce que c'est une base de pratiquement tout. On s'est d'une part aperçu du caractère protéiforme de l'idée de groupe, qui déborde largement le concept initial de groupe ensembliste. Groupe topologique, groupe algébrique, schéma de groupe, plus généralement, objet de groupe d'une catégorie représentant un foncteur représentant de cette catégorie dans la catégorie des groupes. Peu importe, nous ne verrons pas dans nos outils la théorie des catégories qui n'est pas franchement utilisée en physique. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu abordé en physique. Parfois, dans certains outils mathématiques, on parle de catégories, mais en général, on peut s'en passer. Nous pouvons nous en passer. On a en outre découvert de surprenantes relations entre des types de groupes très divers. Par exemple, entre les groupes de Lie, les groupes algébriques, les groupes dits arithmétiques, les groupes finis. On a trouvé des relations entre tous ces groupes, parfois étonnantes. D'autre part, l'expérience a montré l'extraordinaire efficacité de la notion de groupe dans toutes les parties des mathématiques, une fois qu'on parvient à l'y introduire. Par exemple, les groupes d'homologie et d'homotopie en topologie algébrique, ou les espaces fibrés principaux en géométrie différentielle et en topologie différentielle. Ce sont des exemples bien connus. Un exemple plus récent est encore plus remarquable, c'est la possibilité de définir une structure de groupe sur un ensemble de classes de structures différentielles compatibles avec une variété topologique donnée. On ne rentrera pas dans de telles complications. Et on peut même dire que récemment, un des sommets de la théorie des groupes a été le classement complet des groupes finis, plus exactement ce qu'on appelle le classement des groupes semi-simples.
ça représente une brique épaisse comme ça, qui est toujours en cours de vérification. C'est un nombre de théorèmes absolument phénoménal, bien sûr, de dizaines, de centaines de mathématiciens, qui petit à petit ont construit tout ça jusqu'à arriver à un classement complet. Et ça montre que même pour des groupes finis, même, on va voir, la structure de groupe est très simple, presque élémentaire. Et les groupes finis, ils sont finis. On ne se heurte pas à l'extraordinaire variété de tout ce qui est infini. Les groupes finis, on s'attendrait à ce que ça soit assez simple. Eh bien, le classement montre, oh non, c'est loin d'être simple. Il y a beaucoup de groupes finis, c'est très compliqué. Alors, cette tendance des groupes à s'imposer partout a gagné la physique elle-même. On a parlé de la cristallographie. Évidemment, les cristaux présentent des symétries. Donc forcément, les groupes y interviennent. Les groupes interviennent souvent dans les calculs. On a parlé des équations algébriques, qui interviennent évidemment en physique. Mais également dans de nombreux problèmes où les symétries permettent de définir des grandeurs invariantes, liées au moment angulaire, ou d'autres, pour simplifier les calculs ou les solutions. C'est également en cherchant à expliquer les symétries expérimentales que les physiciens constataient dans les phénomènes atomiques ou la physique des particules que les théoriciens se sont naturellement tournés vers la théorie des groupes, avec un succès réellement remarquable et même exceptionnel. Voilà, alors, pour cette introduction, et dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aborder les généralités sur les groupes, et on va parler de la structure des groupes. Je vous remercie.